il faut distinguer trois types de normes européennes. Il y a le droit primaire avec les traités, donc le traité sur l'Union européenne qui est le traité de Maastricht et le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui est le traité de Lisbonne, avec un certain nombre de textes modificatifs, de protocoles, etc. et les traités d'adhésion des nouveaux pays. Ce qu'on appelle le droit dérivé, c'est, alors il y a la partie législative pure qui est constituée des règlements, des directives, des avis, des livres blancs, etc. Il y a les actes conventionnels qui sont signés avec des pays tiers. Et puis la source subsidiaire, mais qui finalement est énorme dans la réalité pratique, c'est la jurisprudence de la Cour de justice, le droit international et les principes généraux du droit. Alors, les actes de l'Union européenne, on va s'attacher principalement aux deux premiers. Ce sont la différence entre les règlements et les directives. Un règlement européen, il est adopté par le Parlement et il s'applique directement dans les pays. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Alors qu'une directive, elle donne un cadre avec des objectifs, avec un certain nombre de critères à respecter, mais les parlements nationaux doivent légiférer dans leur propre pays pour adapter, pour transposer la directive. Elles sont donc codifiées dans le droit. Donc on va voir un petit exemple après. Un règlement qui s'applique directement en 2011, qui concerne l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Vous avez la liste des mentions obligatoires qui doivent figurer sur les étiquettes de denrées alimentaires, qui doivent s'appliquer. Donc c'est un règlement de 2011 qui prévoit que ces dispositions-là s'appliquent en 2016. Donc il y a évidemment la liste des ingrédients, la dénomination, la quantité, etc. Et puis il y a aussi toutes les valeurs nutritionnelles. Et vous regardez une tablette de chocolat à partir de 2016, vous avez vu, vous vous souvenez tous, des packagings qui ont été intégralement transformés. Alors qu'une directive, c'est un petit peu différent. Alors j'en ai choisi une, c'est celle qui concerne l'information sur les consommateurs. Mince, je vais faire un mauvais copier-coller, c'est l'information des consommateurs tout court, pas sur les denrées alimentaires. Et qui s'est transformée dans la loi Hamon, que vous connaissez aussi, de 2014. Alors, il y a juste quelques petits exemples et vous allez voir. Par exemple, la loi française sur les histoires de cases précochées sur Internet, quand on achète des choses sur Internet, la loi française ne spécifie rien avant la directive. La directive indique que les cases précochées, pendant la commande en ligne, sont interdites. Et dans la loi Hamon, donc on a intégré cette chose en disant le professionnel doit recueillir le consentement express du consommateur préalablement à la conclusion du contrat pour éviter tout paiement supplémentaire. Si le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, donc avec des cases précochées, le consommateur peut demander le remboursement des sommes qu'il aurait versées. Donc dans toute l'Union européenne, c'est dorénavant ce principe-là qui s'applique, les cases précochées sont interdites. Un autre petit exemple, par exemple, une petite évolution, c'est sur le droit de rétractation quand vous faites des commandes en ligne. Avant, dans le droit français, on avait 7 jours francs à compter de la réception des biens pour changer l'avis, les renvoyer et dire j'en veux plus. La directive sur le droit des consommateurs a harmonisé le délai à 14 jours dans toute l'Union européenne. Donc dans la loi Hamon, qui a été codifiée dans le Code de la consommation, dorénavant, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour changer d'avis s'il a fait une commande qui ne lui convient pas. Là, c'est le tableau qui est fait par la Commission européenne des infractions commises par les États membres dans la transposition de directives dans leur droit national. Donc vous voyez que la France est quand même plutôt mauvais élève. Elle a 65 procédures d'infraction pour... Alors ce qui est en jaune, c'est les mauvaises transpositions de directives. On a mal interprété la directive ou on ne l'a pas intégrée totalement. Et puis les petits bâtonnets en vert, c'est des retards dans les transpositions des directives. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement suivi, puisque la commission fait des petits livrets comme ça. C'est vraiment le monitoring, c'est vraiment le suivi de l'application du droit européen dans les États nationaux. Là, c'est le rapport annuel 2017.
Donc à chaque fois, vous avez des petits tableaux, des petits graphiques, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. C'est vraiment quelque chose qui est suivi de manière extrêmement poussée. Donc il existe 4 condamnations pour violation du droit européen. Je vous ai mis en rouge la France. Il y a eu 4 condamnations pour transposition non conforme du droit européen. Et on verra sur la diapositive suivante qu'il y a eu 3 condamnations pour les transpositions tardives. Alors vous avez vu, c'est toujours les mêmes pays. Hein. C'est la Grèce, la France, l'Italie et le Portugal qui se font condamner. Mine de rien, la salade nous aura quand même coûté 90 millions d'euros. Alors vous avez vu, Aude, vous pouvez revenir juste sur le... Vous avez vu, il peut y avoir soit des amendes forfaitaires, soit des astreintes, alors qu'ils peuvent être par semestre, mais regardez là, la Grèce, pour le droit de l'environnement, c'est 20 000 euros par jour. Et le temps que vous passiez votre loi au Parlement, que vous la rédigiez, qu'elle passe au Parlement, qu'elle soit discutée au Parlement, vous voyez les millions et les millions que ça peut coûter. Et parfois, il y a l'astreinte journalière plus l'amende forfaitaire. Donc ça peut représenter des sommes absolument considérables. Comment est-ce que la primauté du droit européen sur le droit français a été instaurée? Déjà par la Constitution, puisque la Constitution reconnaît dans son article 55 que les traités ou accords régulièrement ratifiés sont supérieurs, ont une autorité supérieure à celle des lois. Et dans l'article 54, ils vous disent avant que si vous voulez ratifier un accord qui n'est pas conforme à la Constitution, il faut changer la Constitution pour pouvoir le ratifier. Donc ça a le mérite d'être clair. Et puis, alors on a 2 jurisprudences, alors là c'est pareil, les étudiants en droit connaissent bien. Ces 2 arrêts célèbres, l'arrêt Jacques Vabre et l'arrêt Niccolo. Donc ça, en cassation mixte, c'est l'ordre judiciaire, et ça c'est le Conseil d'État, c'est l'ordre administratif, qui donc reconnaissent en droit français, en 75 et en 89, donc vous voyez, c'est pas nouveau, que les traités européens sont directement applicables, priment surtout, peuvent être invoqués directement dans le droit français par les justiciables. Donc ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on est soumis à l'ordre de Bruxelles. Donc en fait, voilà à quoi ressemble la hiérarchie des normes en droit français. Donc le plus bas, c'est les choses qui ont moins de valeur, et le plus haut, ce sont les choses qui ont le plus de valeur. Donc vous voyez qu'il y a la Constitution qui arrive en premier, et juste en dessous, le droit communautaire. Donc ça vous montre que le droit communautaire est même supérieur aux lois organiques, aux principes généraux du droit, aux lois, aux règlements, aux arrêtés, etc. Je vous ai pris les recommandations année par année, j'en ai pris que quelques-unes, hein, mais juste pour que vous voyez. Donc sur les recommandations 2013-2014, vous voyez ce que la Commission le Conseil de l'Union Européenne et le Conseil européen nous recommandent. Et vous voyez ça s'appelle un PNR, c'est le Programme national de réforme qui est édité tous les ans par le gouvernement. C'est un beau document, il fait 140 pages avec des dessins, etc. Et donc vous voyez à chaque fois qu'on nous recommande quelque chose, comment ça se traduit dans l'année qui suit en général dans notre vie quotidienne. Donc par exemple, en 2013, on nous dit qu'il faut prendre des mesures d'ici fin 2013 pour équilibrer durablement le système de retraite, notamment augmenter la durée de cotisation, etc. etc. Ah, le 18 décembre 2013, il y a la loi qui garantit l'avenir et la justice du système de retraite qui prévoit une hausse de la durée des cotisations. C'est bizarre, hein? Alors, il faut faire en sorte que le salaire minimal évolue d'une manière propice à la compétitivité, à la création d'emplois. Donc, ça veut dire pas trop. Hein. Donc, vous avez le décret du 20 décembre 2013 qui revalorise le SMIC de 1,1%, qui permet de préserver l'employabilité des jeunes et des moins qualifiés, tout en assurant une énorme progression du pouvoir d'achat. Vous avez, par exemple, aussi, il faut prendre des mesures pour libéraliser la concurrence dans le secteur des services. Eh bien tiens, en 2014, tout début 2014, il y a des nouvelles lois avec l'assouplissement de l'accès au notariat, l'accès au capital des sociétés d'expertise comptable,
La loi Hamon qui supprime le monopole de vente en pharmacie des tests de grossesse et des produits pour nettoyer les lentilles. Et donc à chaque fois, tout est tout le temps comme ça. Regardez. Rapprocher le taux réduit de TVA du taux normal. Hop, 2012, troisième loi de finances, le taux intermédiaire est fixé à 10%. Il était à 7% auparavant. Vous avez... Alors je vous ai pas fait un détail à chaque fois, vous pouvez toujours aller regarder sur internet, mais je vous ai montré, enfin je vous ai fait à chaque fois quand même les grandes mesures, et là c'est des copies écran de ce à quoi ressemble le PNR. Donc vous voyez à chaque fois, alors là c'est encore un petit peu les mêmes, les recommandations, et vous avez sur le PNR, donc vous voyez, le redressement des finances publiques via des économies sera poursuivi, des réformes pour soutenir la croissance, des réformes pour améliorer le fonctionnement du marché du travail, mise en œuvre de la recommandation du 9 juillet 2013 adressée à la France par le Conseil, là. Et là, vous avez à chaque fois un tableau de suivi des objectifs nationaux, année par année. Donc si on va en 2015, alors je vous ai pas remis toutes les réglementations, mais vous voyez, donc ça c'est le PNR, extrait de la recommandation du Conseil du 4 juillet 2014, donc il y a l'extrait de la réglementation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les restrictions à l'accès à l'exercice des professions réglementées, les mesures relatives à la loi consommation, relatives aux taxis, au VTC. Et vous avez carrément à chaque fois, alors il fait plusieurs pages, je vous ai mis un extrait, trimestre par trimestre ou semestre par semestre, le calendrier des lois qui vont être adoptées pour suivre les recommandations. Je vous montre quelques éléments du PNR 2016. Donc là, c'est pareil, vous avez, alors ça c'est la recommandation, les mesures qui sont prises, ce qu'on a déjà fait et ce qui reste à faire. Et alors là, c'est assez drôle parce que vous voyez sur la réforme du droit du travail, la libération, donc il y a le barème pour les indemnités de prud'homme. Vous voyez aussi qu'il faut faciliter au niveau des entreprises et des branches les dérogations aux dispositions juridiques générales. Et là, donc pour le temps de travail, la durée du travail, les salaires, etc., donc qui permettent, vous vous souvenez, de négocier un certain nombre de choses à l'intérieur de l'entreprise pour déroger à la loi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, la loi El Khomri! Avec notre ami Juncker, toujours, qui assume, puisque lui déclare carrément la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il fallait faire. Vraiment pas. Et donc, tout se retrouve. Donc en fait, si vous voulez, en gros, nos gouvernements, ils ne font que appliquer la feuille de route de Bruxelles. Ils ne font que ça. Les traités de libre-échange qui sont signés par l'Union européenne. Alors vous en avez tous entendu parler, il y a le CETA, donc c'est le traité qui devait, c'est le traité qui a été signé avec le Canada. Alors il doit être ratifié par les parlements nationaux, mais en attendant il s'applique quand même depuis 2017. Donc ça vise à supprimer les droits de douane et réduire les barrières non tarifaires. Donc non tarifaires c'est réglementaire, sanitaire, etc. Pour multiplier et favoriser les échanges entre le Canada et l'Union européenne. Alors ça a des impacts extrêmement importants, parce que là encore, nos agriculteurs, ils ne sont pas du tout compétitifs par rapport aux énormes fermes-usines qu'il y a là-bas. Donc on se retrouve avec, regardez, l'importation de la viande canadienne, les quotas, ils passent de 15 000 à 65 000 tonnes. Donc ça menace directement 50 000 emplois sur 138 000 en France. La viande porcine, elle passe de 6 000 à 81 000 tonnes. Ça menace 50% des éleveurs, des producteurs de viande de porc française. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes. Alors après, vous avez effectivement aussi tous les problèmes de normes, parce que sont autorisés aux États-Unis les OGM, les hormones de croissance, la rectopamine, ils ont le droit de cloner les viandes. Et alors, pour favoriser les échanges, évidemment, on essaye d'harmoniser les normes. Et on ne va pas les harmoniser à la hausse, on les harmonise à la baisse. Donc ça veut dire que nous, pendant des années, on a quasiment tué certains de nos agriculteurs, certains de nos éleveurs, pour leur imposer un certain nombre de normes.
et maintenant qu'ils arrivent à les respecter avec tous ceux qu'on a perdus en cours de route, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer des produits qui ne les respectent pas, donc qui sont forcément produits à beaucoup plus bas coût que eux, et du coup vous allez avoir quoi? Vous allez avoir du jambon canadien dans le supermarché qui coûtera 3 fois moins cher que le jambon français. C'est ça la réalité. Et d'ailleurs vous le regardez, je ne sais pas si vous vous en êtes déjà rendu compte, quand il y a des promotions sur l'agneau, ça arrive souvent, vous regardez l'agneau de Nouvelle-Zélande, donc qui a quand même traversé le monde, qui a pollué, qui a pris l'avion, etc. Il est à 9,95 € le kilo, et l'agneau français, il est à 19,95 €. Voilà. Et du coup, l'étiquetage sera fait en conséquence ou Bah pour l'instant, pas. Ah ouais. Bah non, sinon c'est pas drôle. Parce que sinon, tu pourrais te tenter d'acheter français. Donc évidemment, je vous passe l'impact sur l'environnement avec l'impact carbone, enfin toutes ces choses qui vont voyager en avion ou en bateau, alors qu'elles pourraient tout à fait pousser juste à côté de chez nous. Alors cet accord-là, il ouvre aussi les marchés publics. Donc ça veut dire qu'en plus, on a des boîtes canadiennes qui vont pouvoir répondre à des appels d'offres de marchés publics en France. Donc si ça se trouve, j'en sais rien, je vous dis quelque chose au pif, la rénovation de la Tour Eiffel, c'est une boîte canadienne qui va la faire. Donc le TAFTA, alors ça c'était un joli petit cercueil, mais voilà, il a été enterré grâce à l'élection de Trump, mais néanmoins il y a d'autres accords qui sont en cours de négociation. Il y a le traité, le JAFTA, qui a été signé en 2017 et qui va s'appliquer à partir de l'été prochain entre la France et le Japon. Alors là c'est pareil, hein, c'est une élimination de droits de douane et de barrières techniques. Alors ça va poser deux problèmes chez nous, l'industrie automobile, évidemment. Les Japonais, ils exportent 52% de leur production automobile, mais ils ne consomment que 4% de voitures européennes. Je vous laisse faire la différence. Qui va être gagnant du JAFTA ici? Qui était au courant? Virginie, oui, normal. Hein, on n'en a pas entendu parler, quasiment pas. Pourtant, ça a déjà été voté. Et alors en termes d'agriculture, ça va être la même chose, puisque le marché japonais est assez difficile d'accès, et eux, les Japonais, ils travaillent déjà beaucoup avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et évidemment, nous, on est moins compétitifs que la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc ils vont continuer de bosser, notamment par exemple pour le lait, ils vont continuer d'importer leur lait de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, donc ils ne prendront jamais le nôtre. Donc en fait, à chaque fois, ce sont des accords qui profitent aux autres et pas à nous. Et puis celui sur le Mercosur, celui avec le Mercosur, alors il est en train d'être négocié. Alors avec l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, le Venezuela c'est suspendu et la Bolivie qui est en train d'adhérer. Pour l'instant, c'est un peu mis en stand-by avec ce qui se passe en Amérique latine, mais c'est pareil, eux ils ont des normes sanitaires qui sont extrêmement plus basses que les nôtres. Donc là, d'après la FNSEA, ça va menacer directement 33 000 emplois chaque année en Europe. Leur viande, ils la produisent 30% moins cher que nous. La filière sucrière, chez nous, dans nos îles, dans nos territoires ultramarins, elle devrait chuter de 26%. Mais il y a un risque d'attaque de nos appellations d'origine contrôlée. Donc il faut quand même savoir que le Brésil, le trafic de viande avariée, ils sont hyper bons en la matière. C'est pareil, ils pratiquent les nourritures d'animaux, farine animale, les OGM, enfin il y a vraiment la totale, les hormones, les accélérateurs de croissance, etc. Et puis accessoirement aussi, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont vouloir encore pousser le rendement, donc ça va encore participer à la déforestation de leur joli pays. Donc voilà, ces traités-là, c'est aussi vraiment des catastrophes. Et c'est vrai que le TTIP, le TAFTA, on en a entendu parler, les autres, on n'a pas fait la une de BFM. Vraiment de la note du secrétaire général que je vous ai montré tout à l'heure. Et si on décrypte un petit peu, sa note, c'est quoi? C'est montrer l'importance du projet européen pour les décisions à prendre en vue d'un avenir meilleur. Les médias sont des alliés essentiels pour construire un récit positif autour de l'Union européenne. Le message est porteur d'un sentiment de maîtrise et de contrôle.
Alors leur slogan, c'est pour une Europe qui protège et rend les citoyens maîtres de leur destin. C'est que des citations du document que je vous fais. Ce message a l'avantage d'être à la fois fonctionnel, ce que l'Europe peut faire, et émotionnel, les sentiments que peut faire naître l'Europe. Le message doit évoquer un monde de possibilités infinies qui n'existerait pas sans l'Union européenne. C'est quand même pas mal pour un Parlement, hein. Vive la démocratie!